à tous. On a le plaisir et la chance de pouvoir présenter aujourd'hui le premier séminaire doctoral de l'école doctorale 540, qui porte cette année sur les mathématiques et le monde. Voilà, on est aussi honoré de votre présence. C'est toujours plaisir d'avoir un si bel auditoire. Et donc aujourd'hui, on va travailler avec Marco Storni, le co-organisateur de ce séminaire. Et ça portera sur Nos Geometricus et mathématisme philosophique dans la première moitié du XVIIIe siècle. Le débat en ligne. Donc, je te laisse la parole. Merci à vous tous d'être ici et merci à toi Jean-Daniel pour la présentation. Je vais commencer par esquisser un contexte ou les contextes du débat allemand auquel j'ai fait allusion dans les titres de mon exposé. En 1746, les savants français Pierre Lemoreau de Maupertuis s'installe à Berlin en tant que nouveau président de l'Académie des sciences de Prusse. Frédéric II, qui était devenu roi de Prusse en 1740, avait convoqué Maupertuis dans le but de renouveler l'Académie des sciences, d'après les modèles fournis par des autres académies des sciences européennes. Par exemple la Royal Society de Londres, l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, mais surtout l'Académie des sciences de Paris, dans laquelle Maupertuis avait travaillé à partir de 1723. Ça faisait longtemps. Maupertuis, dès qu'il arrive à Berlin, se plonge dans une restructuration totale de l'Académie des sciences. Il réécrit les statuts de l'Académie, il réforme les classes de l'Académie. Dès lors, il y en aura 4, philosophie expérimentale, mathématiques, philosophie spéculative et belles lettres. Mais ce qui nous intéresse le plus ici est que l'une des premières choses que Maupertuis fait en tant que président de l'Académie de Berlin, c'est d'organiser un concours du type de concours qui était organisé par les académies des sciences européennes à cette époque-là. Eh bien, les concours organisés par Maupertuis portaient sur la question des monades leibniziennes. Il faut savoir, je ne vais pas anticiper trop les contenus de mon exposé, mais il faut savoir qu'à cette époque, la philosophie de Leibniz dans l'Allemagne était la philosophie la plus répandue, surtout dans sa version, dans sa réélaboration wolffienne. Donc, évidemment, de proposer un concours sur les monades leibniziennes était toucher quelque chose de particulièrement controversé et débattu à l'époque. Donc je voudrais d'abord avec vous lire les textes de la question proposée par l'Académie. C'est les premiers textes que j'ai mis dans mon exemplaire. On demande qu'en commençant par exposer de manière exacte et nette la doctrine des monades, on examine si d'un côté elles peuvent être solidement réfutées et détruites par des arguments sans réplique, ou si de l'autre, on est en état, après avoir prouvé les monades, d'en déduire une explication intelligible des principaux phénomènes de l'univers, et en particulier de l'origine et du mouvement des corps. Alors, à partir de la question proposée par l'Académie, les débats sur les monades avaient pris des proportions assez considérables. Et pour donner un aperçu de l'amplitude des proportions de ces débats, je vais vous proposer dans mon exemplaire un autre texte qui est le début d'une lettre que Léonard Euler, un célèbre savant mathématicien de l'époque, qui était le directeur de la classe de mathématiques de l'Académie, avait écrit quelques années après la conclusion du débat, dans ses lettres en princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie, qui est un livre qui est un peu une summa de sa vie intellectuelle, personnelle, une sorte d'autobiographie d'Euler. Et c'est le début de la lettre 125, si je ne me trompe pas, que je vais lire, c'est le texte 2. Il y eut un temps où la dispute des monades était si vive et générale qu'on en parlait avec beaucoup de chaleur dans toutes les compagnies et même dans les corps de garde. À la cour, il n'y avait presque point de dames qui ne se fussent déclarées ou pour ou contre les monades. Et enfin, partout le discours tombait sur les monades et on ne parlait que de cela. Donc on voit bien la proportion considérable, énorme de ce débat. Pour l'interprétation du débat qui s'est imposée dans l'historiographie,
est une lecture rigidement dichotomique, à partir, grosso modo, d'un article assez célèbre de Ronald Kellinger, paru au cours des années 50 ou 60 dans le Journal of the History of Ideas. L'article s'appelle The Newtonian-Wolffian Controversy, 1740-1753. Donc d'un côté, nous avons les Newtoniens qui travaillaient au sein de l'Académie des sciences, notamment Euler et Maupertuis, qui auraient été des ennemis acharnés de la métaphysique leibnizienne. Du côté opposé, il y aurait les Wolffiens, qui concevaient la philosophie comme un savoir systématique et qui, toujours dans cette vulgata, ne tenaient pas compte des progrès récents des sciences. Alors dans mon exposé, je voudrais un peu compliquer ces scénarios historiques. Cependant, comme je l'ai indiqué dans les titres de ma présentation, je ne vais pas parler de la question des monades, mais je vais plutôt analyser les débats concernant ce que j'ai appelé les mathématismes philosophiques, c'est-à-dire l'application systématique du mos geometricus, la méthode géométrique, à la philosophie. De fait, les débats entre les académiciens newtoniens et les wolffiens ne se jouaient pas seulement sur la question spécifique de l'existence des monades, mais aussi sur la question plus générale de la méthode qu'il fallait adopter tant dans la découverte que dans l'enseignement de la science. Dans ces contextes, de toute évidence, les problèmes de quelle place et de quelle valeur attribuer à l'emploi de la méthode géométrique en philosophie passaient au premier plan. Pour en comprendre la raison, nous pouvons lire le texte 3 de mon exemplaire, qui explique bien l'importance que la pratique du mos geometricus et donc l'idée d'utiliser la méthode mathématique en philosophie avait pour Wolff. Il s'agit d'un passage tiré de la belle wolffienne de Samuel Formy, qui était un intellectuel allemand qui avait grandi en France, mais qui était revenu en Allemagne et travaillait toujours dans l'Académie des sciences sous la direction de Maupertuis comme secrétaire perpétuel de l'Académie. Et Formy était un wolffien. Donc dans cet ouvrage intitulé La Belle Wolffienne, qui est un véritable roman philosophique en 6 volumes, il expose la philosophie de Wolff d'une façon populaire pour la faire comprendre aux mêmes gens qui n'étaient pas des philosophes par profession. Donc, j'ai cité un passage du premier volume. Donc, les volumes où Formy explique un peu en général quelle est la méthode de Wolff et la structure extérieure du système wolffien. Et ici, c'est le tout début de l'ouvrage. Il dit quelque chose sur la méthode mathématique. Donc, je lis le troisième texte. On ne trouvait guère d'idées déterminées et des définitions exactes que dans les écrits des mathématiciens. La certitude et la démonstration paraissent pour être leur partage. Et on ne soupçonnait presque pas les autres sciences d'être susceptibles du même degré d'évidence. Monsieur Wolff a détruit cet inutile préjugé, en traitant scientifiquement, comme il s'exprime, toutes les parties de la philosophie, c'est-à-dire en les assujettissant et à la forme et à la rigueur des démonstrations géométriques. Alors, je vous explique maintenant comment je vais structurer mon exposé. D'abord, je vais analyser la façon dont Wolff conçoit la méthode géométrique, et plus en général quels sont les caractères du projet wolffien visant à construire une philosophia mathematica, une philosophie mathématique. L'expression philosophia mathematica est contenue dans les titres d'un ouvrage de Gerhard Weigel, qui était un philosophe de la génération précédente à celle de Wolff, que Wolff cite comme sa source d'inspiration dans son autobiographie, tous les textes des années 40. En deuxième lieu, je vais présenter les critiques que les Newtoniens de l'Académie prussienne avaient faites contre Wolff, et notamment les critiques qui avaient été formulées par Maupertuis, parce que ce personnage est un peu au cœur de mes recherches. En troisième et dernier lieu, nous verrons de quelle manière, en dépit de toute déclaration des principes, la suggestion wolffienne d'une philosophie mathématique, dans le sens que je viens de préciser, s'était néanmoins insinuée dans la pensée de ces critiques, en étudiant ses traces, notamment chez Maupertuis, qui, il faut le dire de maintenant, n'a jamais écrit des traités moraux et géométricaux, mais qui néanmoins traite de plusieurs sujets philosophiques
en utilisant une méthode mathématique, dans le sens que nous verrons. La conclusion que je pense pouvoir tirer de toutes ces considérations, et je l'anticipe, consiste à dire que l'idée traditionnelle d'une opposition radicale et imperméable entre les deux factions est le résultat d'une simplification excessive. Cela toutefois ne revient pas à dire qu'il n'y avait aucune opposition entre les Newtoniens et les Wolffiens, mais que cette opposition consistait plutôt dans la façon différente qu'ils avaient d'entendre ce que c'est la méthode mathématique, ou plutôt les mathématiques elles-mêmes, et aussi comment cette méthode pouvait être appliquée à la philosophie. Donc je commence avec ma première phrase. Wolff, déjà dans ses premiers ouvrages, et j'ai cité un passage de sa toute première dissertation philosophique, publiée en 1704, dit très clairement que la méthode mathématique doit être appliquée aussi en dehors des mathématiques. J'ai cité, c'est le quatrième texte à mon exemplaire, un texte en latin, parce qu'il n'y a pas de traduction française disponible. Je vais les lire dans ma traduction qui n'est pas assez précise, donc je vous prie de les suivre sur l'original latin, qui est d'ailleurs très compréhensible, parce que c'est par latin cicéronien. C'est le texte numéro 4. En effet, cet algorithme, et Wolff parle ici du calcul différentiel leibnizien, n'est pas confiné dans les limites des mathématiques, mais il s'applique à tous les restes de la philosophie. Tout d'abord, cet algorithme dévoile les mystères de la nature. Et il ne faut pas croire que les calculs différentiels s'appliquent au mouvement des corps naturels et à leur force seulement, dont l'étude est cependant fondamentale à toute la physique. Mais il s'étend à toutes les choses qui sont susceptibles d'être augmentées ou diminuées, ou plutôt telles qu'on peut les diviser mentalement. Afin de clarifier un petit peu en quoi consistent exactement ces projets d'utiliser la méthode mathématique, même en dehors des mathématiques, je crois que c'est bien de se référer à la source principale de Wolff sous ces aspects, sur bien d'autres aspects, c'est-à-dire Leibniz. Alors la conception à laquelle je fais référence, c'est la conception leibnizienne ou la réélaboration leibnizienne de l'idée des mathésis universalis. Cette idée des mathésis chez Leibniz, comme c'est chez Leibniz, a à faire avec la recherche d'un moyen universel pour dévoiler les secrets de la nature, comme vous le dites dans ce texte, en mathématisant tous les aspects de la nature. Dans ce sens-là, Leibniz s'inscrit dans une tradition assez longue qui passe à travers la culture européenne à partir de Raymond Lull, donc du début du XIIIe siècle, et en Allemagne passe à travers des gens comme Halsted, Comenius, qui avaient élaboré l'idée d'une clavis universalis, comme le dit Paul Rossi dans son célèbre ouvrage, donc d'une clé universelle pour trouver tous les secrets de la nature, donc une méthode assez simple pour déduire toutes les idées, tous les phénomènes les uns de l'autre, avec des chaînes mathématiques, quasiment mathématiques, des raisons. Alors, pour expliquer un petit peu comment cette idée de mathésis universalis se trouve chez Wolff, non plus chez Leibniz, j'ai cité un autre texte où Wolff parle explicitement des mathésis universalis, c'est le texte 5, tiré de l'ouvrage le plus célèbre peut-être de Wolff, qui est l'Ontologie. Je vais toujours lire ma traduction qui n'est pas toujours fidèle, donc encore une fois je vous prie de donner un regard au texte latin original. Cette discipline, on verra de quelle discipline il s'agit, demeure encore dans les desiderata, donc dans les choses qu'on n'a pas encore achevées, mais que l'on voudrait achever. Cette discipline dans laquelle sont décrits les principes généraux de la connaissance des choses finites, d'où les géomètres pourraient tirer des éléments pour employer d'une façon plus efficace leurs calculs dans la connaissance mathématique de la nature, comme ils tirent les principes logiques du raisonnement des éléments d'Euclide.
Et cette discipline pourrait être appelée à juste titre Mathesis universalis, parce qu'elle est la science des quantités en général, voire des nombres indéterminés. La science qui enseigne les principes premiers de la connaissance mathématique de toutes les choses. Donc, la Mathesis universalis, c'est la science qui enseigne les principes premiers de la connaissance mathématique de toutes les choses. Alors, évidemment, les projets de la Mathesis universalis, tels que Wolf la conçoit, exigeait l'élaboration préalable d'un langage symbolique approprié. Donc, pour pouvoir achever cette idée de mathésis, de mathématisation universelle de la nature, il faudrait avoir un langage qui nous permettrait de accomplir ces projets. Et je cite un tout petit passage d'un ouvrage que je n'ai pas mis dans mon exemplaire parce qu'il ne s'agit pas d'une source, mais qui est une étude sur Christian Wolff, une étude classique en italien, qui s'appelle Christian Wolff et le rationalisme précritique. Christian Wolff et le rationalisme précritico, publié en 1939 par Mariano Campo, où il dit que la langue dont Wolff aurait besoin pour élaborer son projet de mathésis serait une langue, et je cite les mots de Campo, qui non seulement pouvait être comprise par tous, mais qui serait composée des vocabulaires essentiels intersignificantia, c'est-à-dire des mots qui pourraient révéler, à travers la combinaison des signes primitifs, toutes les notions les plus difficiles à déduire, comme les résultats adéquats des notions distinctes. Une telle langue aiderait beaucoup la mémoire et convertirait la connaissance symbolique quasi intuitive, quasiment dans une connaissance intuitive. Alors, un tel langage, je fais les remarquer, rassemble beaucoup à une algèbre de pensée. Évidemment, l'élaboration d'un tel langage, quelque chose, on le voit immédiatement, est très difficile. Wolff, pourtant, croit avoir fait un premier pas dans la bonne direction, dans la direction de l'élaboration d'un tel langage qui est si difficile à accomplir. C'est-à-dire, il pense avoir découvert quelle est la forme naturelle de raisonnement, c'est-à-dire la forme à travers laquelle on devrait commencer à computer les pensées, qu'il identifie avec les syllogismes des premières formes. Parce qu'il pensait que les syllogismes des deuxième et troisième formes, il n'en mettait pas du tout la quatrième forme, étaient reconductibles en quelque sorte au syllogisme des premières formes. J'ai cité un tout petit texte encore une fois pour certifier que ça était effectivement l'idée de Wolff. C'est le texte 6 sur l'exemplier, où Wolff dit jusqu'à présent, en dehors des mathématiques, il n'y a aucun exemple d'ars caractéristique, sauf que dans la doctrine syllogistique des modes de syllogisme, c'est-à-dire dans la théorie la plus simple de syllogisme. À noter que ce texte est tiré de la psychologie empirique. Donc, assez curieusement, les textes dans lesquels Wolff explicite d'une façon claire les principes de sa méthode mathématique, c'est pas un ouvrage des méthodologies des mathématiques. Elle a écrit beaucoup de textes, de méthodes de mathématiques courts, etc. Mais c'est un texte de psychologie empirique. Il a aussi écrit une psychologie rationnelle, mais c'est toujours la psychologie empirique qu'il parle de ça. Et ça, c'est assez intéressant pour l'historien qui travaille sur Wolff. J'ajoute juste une autre chose pour dessiner ce petit aperçu sur la méthodologie wolffienne, que cette computation universelle des pensées à accomplir par les moyens ou à partir du syllogisme de première figure devrait s'étendre, selon Wolff, à tous les domaines et à tous les phénomènes qui existent, y compris ceux qui relèvent de la sphère de la conscience.
c'est pas juste une mathématisation des phénomènes naturels, c'est pas juste une mathématisation des idées abstraites, mais c'est aussi une mathématisation de la vie psychologique individuelle. Et les derniers textes wolffiens que j'ai cités, toujours tirés de la psychologie empirique, dit ça, justement. Et je vais lire immédiatement. Wolf écrit « J'ai dit ces choses pour qu'il soit compris que même une connaissance mathématique de l'esprit humain, mentis humane, et à partir d'ici une psychométrie, c'est un mot que Wolf a inventé, soit possible. Et pour qu'il ressorte clairement que l'âme elle-même suit des lois mathématiques, n'étant les lois mathématiques, c'est-à-dire celles de l'arithmétique et de la géométrie, pas moins liées à l'âme qu'au monde matériel. Donc c'est là finalement l'idée de Wolf de mathématiser, d'arriver en mathématisation intégrale de tous les aspects de nos expériences, de notre expérience. Donc je passe maintenant à la deuxième partie, qui était celle de critique contre Wolf, formulée par Newtonien, et notamment des critiques formulées par Maupertuis contre Wolf et les Wolffiens. Je commencerai par lire un passage tiré de la réponse aux remarques de M. Bondon, qui est un texte de Maupertuis publié seulement dans l'édition de 1756 de ses œuvres, édité par lui-même, mais qui remonte à bien avant 1756. Bondon était déjà mort dans cette année-là, donc c'est un peu ridicule de penser que Maupertuis avait répondu à son adversaire après la mort de ce dernier. Juste pour donner un petit contexte à cette réponse aux remarques de Bondon, il faut dire que Nicolas Bondon était un membre de l'Académie des inscriptions, qui était une académie parisienne, mais il était aussi un philosophe radical. Et je cite juste un petit très sympathique phrase de La Baumelle, qui était un écrivain, un auteur qui avait écrit aussi une biographie de Maupertuis, qui dans un cahier inédit dit à propos de Bondon, il dogmatisait les déismes et les pyrrhonismes. Bondon a fait graver dans un cachet Descartes, Bayle et Fontenelle ses maîtres de scepticisme. Il les appelle sa trinité. Donc, pour comprendre quel type de personnages dialoguer avec Maupertuis. Bondon, dans ses remarques sur un texte de Maupertuis, c'est-à-dire les réflexions philosophiques sur l'origine des langues et la signification des mots, avait critiqué Maupertuis, entre autres choses, pour utiliser la méthode géométrique et l'appliquer à l'étude des origines du langage. Alors, Maupertuis, en répondant à Bondon, fait une critique assez explicite du mathématisme à la Wolf. Donc je vais la lire, c'est le texte 8 dans mon exemplaire. Il, c'est référé à Bondon, a peut-être cru que je voulais imiter quelques philosophes de ces temps, qui, pour faire passer leurs ouvrages pour géométriques ou démontrés, affectent de mettre des figures et de l'algèbre là où ils ne disent rien moins que des choses qui en aient besoin, ou qui en soient insusceptibles. Monsieur Bondon ne pouvait trouver cette manière d'écrire plus ridicule que je la trouve moi-même. Ici, Maupertuis est quasiment ridicule son adversaire, le Wolf ou le Wolffien, pour utiliser en dehors des mathématiques la méthode des mathématiques, la méthode géométrique. J'ai aussi cité un deuxième texte, Maupertuis critique la méthodologie wolffienne, cette fois où l'on trouve une critique un peu plus détaillée qu'elle n'était dans les textes que je viens de lire. En effet, dans les textes 9 de l'exemplaire, qui est tiré de l'essai de cosmologie de 1750, on ne trouve pas seulement une pars destruens, c'est-à-dire une partie critique contre le mathématisme philosophique de type wolffien, mais aussi ce qu'on pourrait considérer l'ébauche d'une pars construens, d'une partie plus propositive, où Maupertuis donne une réévaluation de la pratique du mos geometricus. L'essai de cosmologie, d'où je tire ce texte, il faut le dire, c'est l'un des ouvrages les plus importants de Maupertuis où il utilise son principe de la monde-action, qui est
les principes les plus connus, nommés aussi les principes de Maupertuis, pour démontrer l'existence de Dieu. Maupertuis, au début de cet ouvrage, écrit que, je cite les textes neufs, la mathématique n'a guère eux pour but que des besoins grossiers du corps ou des spéculations inutiles de l'esprit. On n'a guère pensé à en faire usage pour démontrer ou découvrir d'autres vérités que celles qui regardent l'étendue et les nombres. Car il ne faut pas s'y tromper dans quelques ouvrages qui n'ont des mathématiques que l'air et la forme, et qui au fond ne sont que de la métaphysique la plus incertaine et la plus ténébreuse. L'exemple de quelques philosophes doit avoir appris que les mots des lemmes, des théorèmes et des corollaires, de Spinoza, Schernhaus, jusqu'à Wolff, ne portent pas partout la certitude mathématique, que cette certitude ne dépend ni de ces grands mots, ni même de la méthode que suivent les géomètres, mais de la simplicité des objets qu'ils considèrent. Ah. Je passe maintenant à parler du mathématisme philosophique de Maupertuis, s'il y en a. Justement, la pars construens qu'on peut trouver dans ces petits textes que je viens de lire, nous dit un peu ce que Maupertuis, c'est en quoi consiste véritablement le mathématisme philosophique de Maupertuis. C'est-à-dire, dans les tentatives de faire usage, je dis encore une fois, des mathématiques pour démontrer ou découvrir d'autres vérités que celles qui regardent l'étendue et les nombres. C'est là que Maupertuis va appliquer la méthode mathématique en dehors des mathématiques. Cependant, avant d'examiner les exemples que j'ai choisis pour montrer en quoi consiste le mathématisme philosophique de Maupertuis, je crois qu'une prémisse est nécessaire. Parfois, l'usage des mathématiques chez Maupertuis n'est pas si explicite qu'il était chez Wolff, par exemple. Maupertuis, comme je le disais au début de mon exposé, n'a jamais écrit des traités morégéométricaux, ni lui propose des véritables équations avec des nombres, etc., pour, disons, calculer les plaisirs. Un exemple que je ne choisis pas par hasard, parce que déjà, par exemple, Francis Hutcheson, qui était un moraliste anglais, avait essayé de réaliser un tel calcul des plaisirs avec des véritables équations avec des nombres de lettres, dans son célèbre traité Inquiry into the Origin of Our Ideas of Beauty and Virtue de 1725. La présence du mathématisme philosophique chez Maupertuis est néanmoins bien reconnaissable, je crois, à travers d'autres moyens, peut-être moins conventionnels que de regarder si un ouvrage est écrit avec des lemmes, corollaires, etc. Par exemple, je trouve que c'est un exemple très, très, très intéressant au niveau méthodologique, à travers les critiques que des travaux de Maupertuis avaient été faites par ses contemporains, où l'on voit très bien que sa démarche était perçue comme un exemple d'application de la méthode mathématique à la philosophie. Donc, parfois, ça c'est l'enjeu méthodologique, il ne faut pas juste regarder dans un texte s'il est organisé morégéométrico pour comprendre, pour démontrer que l'auteur y utilise la méthode mathématique et l'applique à la philosophie, mais aussi, par exemple, on peut les mettre en contexte et voir comme son public de lecteurs contemporains a regardé ces textes. Et dans le cas de Maupertuis, ça est très clair, parce que, par exemple, on peut penser à la critique de l'essai de philosophie morale, qui est le premier texte que je vais analyser, donné par Madame de Puisieux dans ses caractères de 1750, qui est un texte publié juste un an après l'essai de philosophie morale de 1749, où Madame de Puisieux critique Maupertuis, justement parce qu'il a contrairement à ce qu'ils faisaient les auteurs au XVIIIe siècle qui parlaient de bonheur, il traite son sujet d'une façon mathématique, géométrique. Et on peut trouver un compte rendu de ça dans le célèbre ouvrage de Robert Mozy, Idée des bonheurs au XVIIIe siècle. Ou bien aux critiques des réflexions philosophiques faites par exemple par Bouandin, que je viens de citer,
qui avait critiqué Maupertuis pour utiliser la méthode des géomètres pour analyser l'origine de langage, ou bien aux critiques formulées quelques années plus tard par Rousseau dans son essai sur l'origine des langues. On trouve un tout petit passage au début du deuxième chapitre de l'essai de Rousseau où il dit que je rejette totalement la démarche de ceux qui veulent traiter le langage comme les géomètres, et c'est justement à Maupertuis. À ces points, je crois qu'il vaut mieux de lire directement les textes de Maupertuis et donner des petits commentaires. Et je voudrais bien commencer avec vous par le texte numéro 10, c'est mon exemplaire qui est tiré dans l'essai des philosophies morales. C'est un passage assez long, mais je crois aussi que c'est le but d'un séminaire de présenter des textes, de discuter ensemble. Donc, j'ai choisi plutôt de donner des textes, de réduire un peu mes commentaires pour en discuter ensemble. Maupertuis écrit, et il commence avec les définitions, on pourrait dire. J'appelle plaisir toute perception que l'âme est mieux éprouvée qu'elle n'est pas éprouvée. J'appelle peine toute perception que l'âme est mieux n'est pas éprouvée qu'éprouvée. Et ainsi, après, toute perception dans laquelle l'âme voudrait se fixer, dont elle ne souhaite pas l'absence, toute perception telle est un plaisir. Les temps que dure cette perception est ce que j'appelle moment heureux. Toute perception que l'âme voudrait éviter, dont elle souhaite l'absence, toute perception telle est une peine. Les temps que dure cette perception est ce que j'appelle moment malheureux. Dans chaque moment heureux ou malheureux, ce n'est pas assez de considérer la dureté. Il faut avoir égard à la grandeur du plaisir ou de la peine. J'appelle cette grandeur intensité. Donc ici, on voit les premières 5 définitions que Maupertuis a données: plaisir, peine, moment heureux, moment malheureux, intensité. En général, ici on a un axiome: l'estimation des moments heureux ou malheureux est le produit de l'intensité du plaisir ou de la peine par la durée. Donc ici, on n'a pas des nombres de lettres, mais c'est quand même une sorte d'équation. Et ensuite, une sorte de corollaire. On peut aisément comparer les durées. Nous avons des instruments qui les mesurent, indépendamment des illusions que nous pouvons nous faire. Il n'est pas ainsi des intensités. On ne peut pas dire si l'intensité d'un plaisir ou d'une peine est précisément double ou triple de l'intensité de notre plaisir ou de notre peine. Mais quoique nous n'ayons pas des mesures exactes pour les intensités, nous sentons bien que les unes sont plus grandes que les autres, et nous ne laissons pas de les comparer. Chacun fait cette comparaison comme il peut, et quoique les calculs soient différents, il n'est pas moins vrai que la juste estimation des moments heureux ou malheureux est, comme nous l'avons dit, les produits de l'intensité du plaisir ou de la peine par la durée. Et après les définitions, elles commencent. Les biens est une somme des moments heureux. Les mal est une somme semblable des moments malheureux. Les bonheurs est la somme des biens qui restent après qu'on en a retranché tous les maux. Les malheurs est la somme des maux qui restent après qu'on a retranché tous les biens. Et ici, on a une conclusion, phénoménologique, on peut dire avec ces équations. Il y a, je crois, peu d'hommes qui ne conviennent que leur vie a été beaucoup plus remplie de ces moments malheureux que des moments heureux, qu'Andy ne considérait dans ces moments que la durée. Mais s'ils font entrer l'intensité, la somme des mots, elle sera encore de beaucoup augmentée. Et la proposition sera encore plus vraie que dans la vie ordinaire, la somme des mots surpasse la somme des biens. Donc ça, c'était pour donner un peu un exemple de ce que j'entendais par mathématisme philosophique chez Maupertuis. Donc c'est un peu quelque chose à mi-chemin entre une dissertation morale au sens classique et une irrégimentation, une mathématisation intégrale du type de Wolff. Et c'est quand même un essai de faire sortir la méthode exacte des mathématiciens en dehors des mathématiques. Tant plus que Maupertuis, par exemple, ici on a aussi une littérature critique qui nous le confirme, développe ses idées concernant ces calculs des plaisirs, et il arrive jusqu'à une position qu'on pourrait qualifier d'utilitaristes ou proto-utilitaristes. On le voit bien, comme on le sait, dans son éloge de Montesquieu,
qui a été récemment réédité par une équipe de chercheurs de l'Université de Bologne, justement, où Maupertuis écrit, par exemple, j'étais juste deux lignes, c'est le texte 11, où Maupertuis écrit que les problèmes que le législateur a donc à résoudre est celui-ci. Une multitude d'hommes étant assemblés lui procurer la plus grande somme de bonheur qu'il soit possible. Alors, Maupertuis parle de la plus grande somme de bonheur, évidemment, c'est quelque chose qui arrive très très proche de ce que Bentham, par exemple, dira concernant les principes de l'utilitarisme. Les deuxièmes textes que je voudrais vous présenter concernant les mathématiques philosophiques chez Maupertuis, ce sont les réflexions philosophiques sur l'origine des langues et la signification des mots. Alors, juste une petite note sur l'histoire du texte, juste pour vous expliquer, parce que j'ai mis 1740-48, c'est pas parce que ces textes, comment dire, en datation vague entre 40 et 48, mais c'est juste parce que ces textes a toujours été, comment dire, reconnu comme un texte de la période de l'après-45, de la période berlinoise de Maupertuis, donc un texte de maturité. Mais en fait, au cours des années 80, 20e siècle, un chercheur anglais a découvert une lettre de Maupertuis à Jean Bernoulli II, où il disait que déjà en 1640, qu'un exemplaire de ces textes sur l'origine des langues avait été publié en 10-9 copies. Donc ce texte est en fait un texte de jeunesse de Maupertuis. Et ça change un peu les choses, parce qu'on a toujours dit que Maupertuis avait été influencé par la lecture de Berkeley, par exemple, ce qui ne peut pas être le cas parce que Maupertuis ne lisait pas l'anglais, et le dialogue entre Hylas et Philonous de Berkeley ont été traduits en français en 1746. Maupertuis élaboré sur la base, bien sûr, de Newton et de Locke ses considérations sur l'origine du langage, indépendamment de ce que fera Berkeley, et les deux positions sont très proches l'un de l'autre. C'est un peu intéressant pour l'historien de la philosophie qui étudie Maupertuis, qui s'intéresse aux questions épistémologiques. Donc, l'expérience des pensées de Maupertuis commence son analyse dans ce texte, dans ses réflexions philosophiques, rassemble beaucoup à ce que Condillac proposera en 1754 dans son traité des sensations. C'est-à-dire que l'idée que la position de Maupertuis c'est assez moins radicale que celle de Condillac, c'est-à-dire que Maupertuis ne va pas aussi loin que de supposer que même les facultés d'élaborer la connaissance s'efforment au fur et à mesure qu'on a l'expérience du monde, mais c'est juste l'idée de supposer qu'un homme est une tabula rasa, donc que toutes les connaissances qu'il a acquises au cours de sa vie n'existent plus, et comprend cet homme qui n'a pas de connaissances, mais qui a les instruments, l'esprit de quelqu'un normal. Et on voit ce qui se passe quand il recommence ces processus de formation de connaissances du langage. Donc c'est une perspective qu'on pourrait qualifier de génétique. Dans son texte, Maupertuis considère les premières expressions signifiantes qu'un homme devrait élaborer au fur et à mesure qu'il fait expérience du monde, qui sont dérivées évidemment des premières sensations que l'homme a. Il considère cette expression signifiante comme des atomes, comme on les verra dans les textes. Des atomes qui peuvent être combinés pour en faire résulter un langage. Donc, d'après Maupertuis, les langues naturelles, comme on les verra quand on lira les textes, seraient donc les résultats d'une association d'unités signifiantes qui n'ont a priori aucune relation nécessaire entre eux. En ce sens, je crois pouvoir dire, j'anticipe un peu mon commentaire sur ces textes qu'on va lire dans quelques minutes, que les mécanismes de construction du langage imaginés ici par Maupertuis a beaucoup de mathématiques.
mais on les verra immédiatement quand on lira le texte. On peut les lire immédiatement. C'est le texte 12 de l'exemple. Dit mon père, je suppose qu'avec les mêmes facultés que j'ai d'apercevoir et de raisonner, j'eusse perdu les souvenirs de toutes les perceptions que j'ai eues jusqu'ici et de tous les raisonnements que j'ai faits. Qu'après un sommeil qui m'aurait fait tout oublier, je me trouva subitement frappé des perceptions telles que les hasards me les présenteraient. Que ma première perception fut par exemple celle que j'éprouve aujourd'hui lorsque je dis « je vois un arbre ». Qu'ensuite, j'eusse la même perception que j'ai aujourd'hui lorsque je dis « je vois un cheval ». Dès que je recevrai ces perceptions, je chercherai à les distinguer. Et comme je n'aurai point de langage formé, je les distinguerai par quelques marques. Et je pourrai me contenter de ces expressions A et B pour les mêmes choses que j'entends aujourd'hui lorsque je dis « je vois un arbre », « je vois un cheval ». Donc ça, j'entendais quand je parlais de atomes linguistiques, A et B. Mais parmi ces grands nombres de perceptions, dont chacune aurait son signe, j'aurais bientôt peine à distinguer à quel signe chaque perception appartiendrait. Parce qu'on aurait A, B, C, D, etc. Chacun associé à différentes propositions. Et il faudrait avoir recours à un autre langage. Quel langage? J'ai remarqué que certaines perceptions ont quelque chose de semblable et aux mêmes manières de m'affecter. Et je pourrais comprendre sous mes signes. C'est ainsi que je changerai mes premières expressions simples A et B, je vois un arbre, je vois un cheval, en celle-ci, CD, CE, je vois un arbre, je vois un cheval, qui ne différait des premières que par cette nouvelle convention, je remarque le mot convention, et qui répondrait aux perceptions que j'ai maintenant lorsque je dis je vois un arbre, je vois un cheval. Ce que je trouve particulièrement intéressant ici sont les conséquences radicales que Maupertuis tire de sa théorie. Je me réfère surtout à son insistance sur le caractère arbitraire de la construction du langage et aux conséquences que cette idée du caractère arbitraire a sur la façon dont Maupertuis conçoit, par exemple, les développements du savoir scientifique. Pour témoigner de ces conséquences radicales, j'ai cité deux autres petits morceaux des textes de Maupertuis qui correspondent précisément aux textes 13 et 14 de l'exemplier, que je vais lire pour vous faire comprendre ce que j'entendais. Il est de la plus grande importance de bien connaître l'origine des premières propositions. Ce que nous appelons nos sciences dépend si intimement des manières dont on s'est servi pour désigner les perceptions, qu'il me semble que les questions et les propositions seraient toutes différentes si l'on avait établi d'autres expressions des premières perceptions. Donc ici, on voit comment Maupertuis fait dépendre les sciences, les savoirs en général, dès la formation du langage, qui a quelque chose quand même, comme on dit tout à l'heure, d'aléatoire. Et ensuite, le test 14, qui est encore plus radical, à mon avis. Si l'on trouve les idées si différentes chez les hommes d'un même pays, qui serait-ce si nous transportions chez des nations fort éloignées, dont les premiers hommes eussent bâti leur langue sur d'autres principes? Je suis persuadé qu'on trouverait de part et d'autre des raisonnements bien étranges, ou plutôt qu'on ne s'entendrait point du tout. Je ne crois pas, cependant, que la diversité de leur philosophie vend d'aucune diversité dans leur première perception, mais je crois qu'elle viendrait du langage accoutumé de chaque nation, de cette destination des signes, et ça, l'italique est son de Maupertuis, de cette destination des signes aux différentes parties des perceptions, destination dans laquelle il entre beaucoup d'arbitraire, et que les premiers hommes ont pu faire de plusieurs manières différentes, mais qui, une fois fait de telles ou telles propositions, a des influences continuelles sur toutes nos connaissances. Alors ici, nous arrivons finalement au dernier point de mon exposé,
C'est-à-dire, les points où j'ai dit, et en quoi consiste, d'après moi, la véritable différence entre Maupertuis et Wolf sur la question du mathématisme philosophique. Pourquoi Maupertuis insistait-il, et je reprends la suggestion du dernier texte qu'on a lu, sur les caractères arbitraires de la construction du langage? Parce que, au fond, je crois, l'épistémologie de Maupertuis est une épistémologie, comme on le voit bien, sensualiste. Chez Maupertuis, il n'y a aucune possibilité de parvenir au système, au seul système des vérités éternelles, ni à la clé, à la seule clé, pour avoir accès à tout genre de savoir. Donc, il n'y a pas la possibilité d'arriver à ces niveaux absolus et pour, comment dire, se rendre compte d'une façon assez claire. On peut lire le texte 15 de l'exemplier qui est tiré du dernier ouvrage de Maupertuis, en fait, qui est l'examen philosophique de la preuve de l'existence de Dieu employé dans l'essai de cosmologie, qui n'a pas été inclus par Maupertuis dans son recueil d'œuvres complètes, soi-même, assez bizarrement, mais qui a été, comment dire, réenglobé dans cette recueil, dans une édition posthume de celle-ci, édité par George O'Tonnell, qui était un professeur qui avait étudié Maupertuis et qui a intégré avec l'examen philosophique les premiers volumes des œuvres de Maupertuis. Il faut un peu réfléchir aussi sur ces choix de Maupertuis. Bon, je vais lire ce que Maupertuis dit de son épistémologie. Toutes nos idées nous venant des sens, on peut dire que dans leur origine, elles ne sont toutes que des sensations. Ce n'est qu'après que notre esprit a réfléchi sur elles, les a combinées, les a pour ainsi dire travaillées, que nous avons laissé aux unes les noms des sensations, que nous avons donné aux autres les noms d'idées. C'est ainsi que les sensations les plus topiques et les plus confuses nous sont parvenues aux idées les plus abstraites, les plus claires et qui tiennent les moins au sens. Les plus simples de ces idées sont sans contredit celles des nombres. Il suffit d'avoir éprouvé une sensation de quelque nature qu'elle soit, d'enjoindre les souvenirs à une autre sensation qu'on éprouve, ou seulement au souvenir d'une autre sensation qu'on a éprouvée, pour avoir l'idée des deux sensations. De joindre au souvenir de ces deux sensations la présence ou le souvenir d'une autre, pour avoir l'idée des trois sensations. Et de faire ensuite abstraction des sensations mêmes, pour avoir l'idée des nombres 1, 2, 3, 4. Je voudrais faire remarquer que cette position, qui est évidemment dérivée du deuxième livre de l'essai de Locke, le chapitre du nombre, où Locke dit justement cette position qui sera prise au XIXe siècle par des gens comme John Stuart Mill, par exemple. C'est le psychologisme dans la philosophie de l'arithmétique. Mais cette position, c'est très significative d'après moi, est très semblable aussi à la position de certains philosophes allemands du XVIIIe siècle qui étaient en controverse avec Wolff sur, par exemple, la question des syllogismes. C'est le cas, par exemple, d'un philosophe qui s'appelait Andreas Rüdiger, qui était l'auteur d'un ouvrage logique très important, s'appelait De sensu verit falsi, publié en 1709 en première édition, qui avait des idées sur les mathématiques philosophiques un peu semblables à celles de Wolff lui-même, mais qui néanmoins croyait que les mathématiques sont dérivées totalement, ont une origine totalement empirique, des sensations. Donc, il avait une épistémologie sensualiste d'un côté, mais quand même, il était un partisan du mons geometricus, de l'application de la méthode géométrique à la philosophie. En conclusion, Maupertuis, sur la base de sa propre théorie de la connaissance, posait, et ça c'est la différence la plus importante, je crois, entre Wolff et Maupertuis, posait des limitations des principes à l'idée wolffienne d'un calcul universel de toutes les idées, au rêve wolffien de la mathésis universalis. La différence énorme qu'il y a, d'après Maupertuis, entre les hommes en tant que sujets d'expérience, ainsi que la variété extraordinaire qui peuple les esprits, comme l'avait déjà dit Locke, nous empêche d'élaborer
une recette, j'insiste, une seule recette, universellement valide pour réduire cette variété à un seul système de pensée. Je terminerai en citant un passage, je dirais, de l'un des derniers ouvrages de Maupertuis, encore une fois publié en 1754, et la dissertation sur les différents moyens dont les hommes se sont servis pour exprimer leurs idées, qui est le texte 16, et dernière de mon exemplaire. Je lis tout de suite. Si l'on pouvait bien fixer la nature des idées, qu'on peut les ranger dans un ordre qui répondit à leurs priorités, à leur généralité, à leurs limitations, il ne sera pas impossible d'établir des caractères qui eussent des rapports correspondants au rapport des idées. Ces caractères établis seraient non seulement des secours pour la mémoire, mais encore des instructions pour l'esprit. Et cette écriture philosophique mériterait d'être l'écriture ou la langue universelle, comme voulait l'être les projets du marxisme universaliste. C'est une telle écriture que de grands philosophes ont proposé, mais qui n'ont vu que des bien louants. Maupertuis pense à Descartes, Leibniz, d'autres philosophes comme eux. En effet, se demande Maupertuis, comment pourrait-on se flatter de faire convenir tous les hommes sur les rangs et la valeur des idées, tandis qu'ils diffèrent si étrangement sur cela, que les uns regardent comme aussi anciennes que notre âme, des idées que les autres prétendent qu'elles n'acquièrent par les sens et l'expérience. S'il n'était question que de rendre un petit nombre d'idées, toutes les nations pourraient facilement s'accorder et s'entendre dans une expression commune. L'algèbre, l'arithmétique, la musique, langue universelle dans notre Europe, l'éprouvent assez bien. Mais leur universalité n'est due qu'au petit nombre et à la simplicité des idées qu'elles expriment. Et il n'est paraît guère possible de traiter dans de telles langues d'autres sujets que l'étendue, les nombres ou les sons. Ceci me semble finalement confirmer ma lecture de quelle est la véritable différence entre les approches de Maupertuis et de Wolff. Merci beaucoup. Oui, donc si quelqu'un a une question. On peut poser une question si on n'est pas doctorant. Vous pouvez peut-être dire votre nom et à qui vous êtes. D'accord. Juste pour faire un... Donc on peut. Oui. Oui. Donc je m'appelle David Rabouin, je suis chercheur au CNRS et je travaille sur l'histoire des mathématiques, des mathématiques plutôt du XVIIe siècle. J'ai beaucoup travaillé sur Descartes et Leibniz. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur le concept de mathématicien universaliste. Je vous fais juste une remarque, c'est que je pense qu'en fait, Wolff instaure plutôt une rupture dans le concept de mathématicien universaliste, plutôt qu'une continuité. Une rupture assez forte. Et d'ailleurs, en fait, c'est un Italien qui nous a appris ça, c'est Crapulli. Parce que quand on regarde, donc, quand on lit pas l'histoire de la mathématique universaliste de manière rétrospective, mais qu'on se dit comment elle a circulé au XVIIe siècle, en fait, on a énormément de surprises parce que c'est l'histoire qu'on racontait beaucoup avant, qui est celle de Paolo Rossi, mais d'autres gens. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose, mathématicien universaliste, mathématisation de la nature, clavis universaliste, caractéristiques universalistes. En fait, c'est assez faux. Mais ça, c'est pas votre corpus, donc c'est pas très important. Mais c'est une remarque qui peut être utile quand on travaille sur Wolff, parce que, en fait, c'est Wolff qui a inventé ça. C'est Wolff qui a inventé ça à partir d'un texte de Leibniz, qui est un texte qui s'appelle Les vraies lois de la nature et l'estimée force, qui a été publié en 91 dans les Acta Hereditorum. C'est le seul texte que Wolff connaît sur la mathématique universaliste de Leibniz, et en fait, c'est 2 lignes. Et en fait, Wolff a pris ça comme un projet absolument universel, général, mais il ne connaît pas du tout les textes de Leibniz sur la matière universaliste. D'ailleurs, la plupart des gens ne les connaissent pas, encore aujourd'hui. On va les éditer là, dans 3 mois. Et en fait, vous verrez, il y en a une partie qu'on connaissait déjà depuis la fin du XIXe siècle, mais à cette époque, au XVIIIe siècle, ils ne connaissent pas vraiment très peu. Et en fait, Leibniz ne fait jamais d'identification entre mathématique universaliste et caractéristique universaliste. C'est des choses complètement différentes pour lui, 2 projets complètement différents. Et en fait, Descartes non plus, mais ça c'était évident. Et en fait, personne, jamais au XVIIe siècle met ces 2 choses ensemble.
Et ils ne mettent pas non plus tellement ensemble Matthias Salis, qui est la question de l'unité des mathématiques et mathématisation de la nature. Leibniz le fait un petit peu, parce qu'il parle dans pas mal de textes qui étaient publics, cela, de la partie supérieure de la mathématique universelle, et il désigne le calcul différentiel. Alors comme on utilise le calcul différentiel pour la physique, là c'est le seul endroit où c'est un petit peu circulé, c'est ça qui va influencer le vote. Donc ça c'est juste une remarque, Merci beaucoup. mais ça peut vous être utile, parce qu'en fait, et pour le coup, le projet de Matthias Salis circulait beaucoup chez d'autres auteurs que Leibniz. Et à mon avis, Wolf, il hérite autant, vous l'avez dit, hein, mais il hérite autant et beaucoup plus de l'héritage weigelien Oui, que de Leibniz. c'est ça. Bon, Leibniz a aussi été élève de Weigel, bon, Mais brièvement, oui. mais il a toujours beaucoup apprécié. Mais le grand fou de la mathématisation universelle, et finalement il n'y en a peut-être qu'un seul au XVIIe siècle, c'est Weigel, mais il est un peu bizarre, Weigel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Weigel c'était un prof de droit à Iéna qui était une sorte de pythagoricien perdu dans le XVIIe siècle, mais qui a eu comme élève Samuel Pufendorf, Leibniz, donc des gens qui ont hérité cette idée que et Sturm. Et en fait, celui qui défend beaucoup les positions, c'est Jean-Christophe Sturm, qui lui reprend les textes de Weigel sur le fait qu'on peut mathématiser la morale, qu'on peut mathématiser tout en fait. Ça apparaît très clairement avec l'expression de l'estimation des moments heureux ou malheureux. L'idée que la mathématique est la science de l'estime des choses, c'est une définition qu'on retrouve chez Leibniz, mais qui vient de Weigel en fait, et qui circule beaucoup. Donc ça c'était une remarque, après on peut en parler plus si vous voulez, parce que c'est un sujet que je connais bien, je veux pas manipuler. Par contre j'ai une question à vous poser, une vraie question. Est-ce que vous faites une différence entre mos geometricus et mathématisation ou mathématisme? Parce que moi j'aurais tendance à penser qu'il y en a une, Non. et que finalement cette opposition que vous avez voulu problématiser, elle est quand même assez forte. Parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui peuvent être parfaitement favorables à la mathématisation, et typiquement les newtoniens. Vous avez parlé de Bentham, il se présentait comme le Newton de la morale, hein, donc c'est tout ça est homogène. Donc on peut être un grand défenseur de la mathématisation et être newtonien. Et d'ailleurs c'est normal, hein. C'est ce qu'il a fait, Newton. Il a beaucoup plus mathématisé même que Leibniz en un sens, et c'est certainement beaucoup plus que Descartes. Et donc, il y a la mathématique d'un côté, puis il y a le mos geometricus. Et l'exemple qui est plutôt épouvantail à l'époque, c'est Spinoza. Mais aussi Pufendorf, enfin tous ces auteurs-là. Mais le mos geometricus, c'est quand même... là, dans les critiques que vous avez rappelées de Maupertuis, et alors, Wolf, il mélange les deux. Mais c'est pas parce qu'il mélange les deux que ses critiques mélangent les deux. Donc, c'est pour ça que je vais vous demander, est-ce que vous faites une distinction entre les deux? Est-ce que même, par exemple, il parle de Spinoza dans ces discussions? Parce qu'en France, par exemple, Condillac, quand il veut critiquer l'esprit de système, puis c'est un peu le même genre de critique, hein, et les Lumières en général, ils mettent Leibniz et Spinoza dans le même sac. Hein, c'est l'esprit de système, c'est les méchants. Et en fait, le pauvre Leibniz, lu à travers Wolf, bon, c'était pas très connu en plus, Leibniz a publié peu de choses, et plus Spinoza, il devient le prototype effectivement du mos géométrique, alors que Leibniz, il n'a pas arrêté de critiquer le mos géométrique de Spinoza. On a des passages entiers où il dit c'est n'importe quoi, il dit exactement la même chose que Maupertuis. Et ça c'est assez intéressant, parce qu'il y a une sorte de distorsion historique qui se produit dans la réception de Leibniz, par contamination avec d'une part Spinoza et puis Wolf. Alors ça m'intéresserait de savoir, d'abord, est-ce que vous faites une différence? Je pense que ça c'est important par rapport à votre problématique. Si vous voulez assouplir cette opposition entre les newtoniens et les wolfiens, et d'autre part, est-ce qu'eux-mêmes ils séparent ces types de débats? On a l'impression qu'ils séparent dans vos citations. C'est laquelle? Celle avec les lemmes, les théorèmes. Vous voyez oui, la 9. Hein, c'est la 9. Hein. La 9, on a l'impression que là vraiment, Maupertuis, ce qu'il n'aime pas, c'est le mos geometricus sans Mais merci pour la remarque, d'abord. Et non, c'est vrai que en fait, c'est Wolf qui un peu commence cette tradition. Et c'est pour cette raison-là que je mentionnais aussi la tradition de l'art caractéristique en Allemagne, justement les cercles d'Urban, les encyclopédies, Stahlstedt, Comenius, parce que c'est la confluence justement de traditions différentes qui, par exemple chez Descartes, chez Leibniz, n'ont rien à faire l'un avec l'autre, mais qui en fait avec Wolf commence à
à se trouver ensemble, à être critiqués ensemble. En ce qui concerne la différence entre monstre géométricus et mathématisme, oui, bien sûr, j'ai fait une distinction, c'est-à-dire que les monstres géométricus seraient la forme phénoménique que chez Wolf, qui est nécessairement l'application de la mathématique à la philosophie prend dans un ouvrage. Et en ce qui concerne Maupertuis, c'est vrai que c'est pas trop clair de ce que j'ai dit, mais Maupertuis, par exemple, il y a une différence assez importante, je trouve, par rapport à Condillac. Parce que le système Condillac critique Spinoza, Leibniz, Branche, et il met ensemble un peu le monstre géométricus, la critique de l'esprit des systèmes. Maupertuis aussi, par exemple, écrit une lettre critiquant les systèmes, critique les systèmes malbranchants, les systèmes cartésiens dans son sens un peu large, les systèmes de Leibniz, Wolf, etc. Et il fait référence implicite sûrement aussi à Spinoza, mais il ne critique pas la pratique du monstre géométricus. Donc il critique les systèmes parce que, il dit qu'un savant comme Leibniz propose une idée et les sectateurs font des systèmes, mais il ne critique jamais les monstres géométricus. Et c'est vrai que mon idée c'était un peu que Maupertuis non seulement répond en newtonien, on pourrait dire, l'application de la méthode mathématique à la philosophie, mais aussi en quelque sorte sa forme phénoménique, les monstres géométricus. Moi, qui n'emploie pas les mots de corollaire de Lem, mais il structure, et on le voit bien dans l'essai de philosophie morale, il structure son discours véritablement comme un ensemble de définitions, après de propositions déduites, de définitions, même en matière de morale. D'accord, avec Bentham, il y a un exemple de newtonien qui applique la méthode scientifique à la morale, mais au XVIIIe siècle, à l'époque de Maupertuis, il y avait un peu une tentative de séparer un peu, que les newtoniens s'occupaient notamment des sciences de la nature. Maupertuis a beaucoup critiqué plusieurs parties après son installation à Berlin comme président de l'Académie, parce qu'il laisse un peu tomber ses recherches en newtonien dans le champ des sciences naturelles, et il commence à travailler sur beaucoup d'autres sujets, la morale, les langages, la psychologie, si on veut dire ça, etc. En utilisant un peu cette méthode mathématique, mais qui n'est pas plus véritablement la méthode mathématique des Newtons. Parce qu'on voit pas Maupertuis, quand il parle en newtonien, par exemple, encore dans la Vénus physique, on peut voir ça. C'est Maupertuis qui applique les concepts d'attraction en dehors du contexte des Principia au phénomène biologique. Mais ici, c'est pas plus ça. C'est pas seulement question d'utiliser Maupertuis pour appliquer le newtonianisme en dehors de mathématiques, en temps de prendre la loi d'attraction, les lois de Newton, et de les appliquer à d'autres domaines. Ici, il ne fait pas seulement ça, il construit, toute la morale, il déduit les lois de la morale les unes de l'autre, quasiment morale géométrico, donc pas seulement en appliquant, il y a la distinction, mais c'est vrai que j'ai un peu mêlé les deux choses, parce que chez Wolf, ils sont mêlés, et chez Maupertuis, je voudrais un peu montrer qu'ils sont mêlés chez Maupertuis aussi. Chez les Maupertuis, dès l'après 1746. C'est qu'on peut appeler avec Arthur Brown les Maupertuis philosophes, entre guillemets. Ce qui serait intéressant, là, ça serait justement de comparer avec des gens comme Sturm. Moi, je n'ai pas vraiment regardé ça, mais Sturm, il a fait des traités de mathématiques morales, en fait. C'était un weigelien. Et là, si ça ressemblait, ça donnerait vraiment raison à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'héritage qui serait là, qui ressemblerait à du weigelisme, en fait. Là, ça rapprocherait de Wolf. Les problèmes aussi de mon interprétation, d'après moi, les points plus problématiques, c'est qu'il y a toujours Locke. L'épistémologie de Maupertuis, même dans ces dernières périodes, vient très clairement de Locke. Il y a toujours l'essai de Maupertuis qui tire ses conclusions. Et il y a aussi, comme je le disais en passant,
une tradition de mathématisme, notamment moral, en Angleterre, chez les moralistes anglais comme Hutcheson, de Linkery, qui vraiment, dans les appendices de la deuxième édition de Linkery de 1926, fait des équations morales. Mais, comment dire, peut-être que chez Maupertuis, ça pourrait être une position plus convenable au fait historique, c'est que Maupertuis c'est un peu au croisement de la tradition anglo-française, donc du newtonianisme qu'il a contribué comment dire, à faire connaître en France, avec la tradition qui, comment dire, à première vue, on pourrait dire, qui rejette totalement, mais qui en fait, il fait propre, moins en partie, d'où wolfianisme, d'où vagelisme. Donc il y a Maupertuis un peu au croisement, donc on ne peut pas vraiment ranger comme on l'avait fait jusqu'à aujourd'hui avec des Kallinger à Meriter Rao, avec des Kallinger jusqu'à aujourd'hui, avec comment dire, les newtoniens contre les wolfiens. Il y aurait deux factions nettement séparées avec une limite entre les deux que empêcherait les influences mutuelles. Non, ça c'est pas vrai. Maupertuis, Euler pourrait être un bon exemple de ça, parce qu'Euler est vraiment un ennemi acharné des monadistes, des wolfiens, etc. Mais chez Maupertuis, il y a quelque chose de différent. Maupertuis n'est pas, dans sa période berlinoise, n'est pas toujours les newtoniens qu'on connaissait à Paris, qu'on trouvait à Paris. C'est quelque chose de différent. J'essayais un peu de comprendre ce que Maupertuis devient après qu'il devient président de l'Académie. C'est juste un premier essai de réinterpréter, de relire la pensée de Maupertuis de sa maturité. Voilà. Merci de toute façon pour votre remarque, c'est très intéressant. Vous connaissez les travaux d'Anne Israël aussi sur la réception de Leibniz en physique? Ça vous dit quelque chose? Oui, ouais. mais parce qu'elle a travaillé aussi sur, je ne vais pas regarder en détail, mais sur les mélanges entre leibnizianisme et newtonisme, la réception de la physique. Et à l'Académie des sciences, en fait, quand on regarde les grands débats sur le calcul différentiel, les newtoniens comme Varignon sont des leibniziens, en fait. Enfin, c'est les mêmes. Au début, après, ça diverge, mais il y a un mélange. La position des cartésiens s'était mélangée avec le leibnizianisme, par exemple, à travers les Bernoulli, qui étaient des leibniziens, on est aussi des cartésiens, mais aussi Maupertuis qui a étudié chez Jean Bernoulli et qui était newtonien, donc a mélangé un peu leibnizianisme et newtonisme. C'est courant. Il y a Madame de Châtelet qui mélange tradition aussi, donc c'est vraiment très complexe comme croisement des traditions différentes. Vous avez déjà répondu à ma question. Je suis Diego Donna de l'Université de Bologne, postdoc, et j'ai travaillé sur Descartes, Spinoza, maintenant sur la réception de Spinoza dans le XVIIIe siècle. Alors, vous avez déjà répondu, c'est-à-dire ma question était très simple et très sèche, peut-être un peu naïf. Pourquoi pas, pourquoi Leibniz et non pas Spinoza en fait? C'est-à-dire, pourquoi Spinoza n'entre pas dans ces débats entre Maupertuis, Wolfson, etc. Je pense que la réponse, comme vous avez déjà dit, c'est contenu dans la citation 9, quand Maupertuis dit l'exemple de quel philosophe doit avoir appris que les mots lemmes, de théorèmes, de corollaires ne portent pas partout de la certitude mathématique, qui est presque la même critique que Condillac fera des systèmes abstraits, en disant que l'analyse du discours philosophique, c'est une analyse de langage. Donc, mais à ce point, je pense que les projets de mathématisation de la morale qui fait Maupertuis sont très proches à celle spinozienne. Et donc, ce mélange entre épistémologie sensiste et mos geometricus, il me semble un peu bizarre. La démarche condillacienne sera très différente. Oui. C'est vrai aussi que Condillac, dans l'inédit qui a été publié au cours des années 80 par Laurence Bonghi, La Limonade, c'est un ouvrage que
nous donnant l'image du Condillac un peu différente de celle qui est passée dans la tradition occidentale jusqu'aux années justement 80 du XXe siècle. C'est vrai que Maupertuis, à ma connaissance, ne mentionne pas Spinoza, on ne discute pas les thèses de Spinoza, tandis qu'avec Descartes, Leibniz, Malebranche, qui dit qu'il préfère comme métaphysique, comme laboratoire d'un système métaphysique, mais il ne mentionne pas Spinoza. Peut-être que la raison, c'est que Maupertuis était regardé comme tous les mondes à cette époque-là, Spinoza comme un radical, athéiste, donc très problématique même dans les points de vue moral, etc. C'est vrai aussi que Maupertuis était très critique de la tradition, on peut dire, physico-théologique, qui était la première à construire les mythes d'un Spinoza athéiste, etc. Et sa position aussi, on dirait épistémologique, logique, est un peu particulière. C'est peut-être la raison, c'est peut-être que Maupertuis ne sera pas jamais vraiment un philosophe comme Condillac, donc il est toujours, pour citer le texte d'Ambrage sur Maupertuis très célèbre, soit savant, soit philosophe, les savants et les philosophes. C'est toujours un peu un méchement entre les savants et les philosophes. Donc il ne discute pas vraiment les thèses des philosophes parce qu'il est intéressé par la philosophie un peu comme un amateur, mais comment dire, c'est quelque chose en plus qu'un amateur. Donc c'est un personnage. D'ailleurs, au début du XVIIIe siècle, il y avait plein de ces personnages qui étaient des savants, mais c'est consacré aussi un petit peu à la philosophie. Il n'élabore pas un système de pensée complet, mais c'est toujours au niveau d'un ébauche. Donc peut-être que Spinoza n'est pas discuté aussi parce que Maupertuis n'est pas intéressé vraiment à tirer toutes les implications philosophiques de son discours. Il n'est pas intéressé à développer son idéal philosophique d'une façon complète. C'est qu'il y aurait acquis bien sûr de discuter aussi le spinozisme, peut-être les réfuter. De toute façon, dans l'essai de philosophie morale, Maupertuis, dans les derniers chapitres, fait une apologie du christianisme que je trouve sincère. Donc, Tonel dit que Maupertuis était un déiste. Moi, je ne suis pas trop convaincu, mais comment dire, il était beaucoup plus en bonne relation avec le christianisme que Spinoza. Oui. C'est peut-être ça. J'ai une question. Bonjour, Marc Viret, agrégatif. C'est sur le statut des nombres chez Maupertuis. La citation 15. Les plus simples de ces idées sont contredits, celles des nombres. Il suffit d'avoir éprouvé une sensation de quelque nature qu'elle soit, d'en joindre le souvenir à une autre, etc. Pour en arriver au nombre 1, 2, 3 et 4. Je voudrais faire un lien avec justement sa morale, qui est de l'ordre de la sensation antérieure au nombre. Est-ce qu'il n'y aurait pas chez Maupertuis un statut du nombre un peu particulier, un peu comme chez Aristote, en fait, où il y a une distinction entre le nombre mathématique et un nombre qui serait prédicable à l'ensemble des objets, et qui du coup serait une sorte de multiplicité, même si Aristote n'en parle pas, mais une multiplicité première et antérieure au nombre mathématique. Du coup, est-ce qu'il fait réellement du mathématisme dans sa morale, en fait, où il parle de calcul, mais il parle de calcul de sensation. Donc il y aurait une sorte de pensée pré-mathématique. Oui, c'est clair. Il n'y aurait pas justement d'égalité de rapport, mais d'identité de rapport. Oui. La réponse, je crois, c'est que de faire un mathématisme philosophique, ça ne veut pas dire toujours de quantifier dans des équations, par exemple, le plaisir, dans ces cas-là. C'est, d'après ce que Wolff en disait d'ailleurs, c'est de prendre, d'extrapoler la logique qui est à la base des modèles mathématiques, donc, par exemple le principe d'identité,
la différence, les concepts de multiplication, d'égalité, etc., et de les transposer en dehors des mathématiques. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure du syllogisme des premières figures chez Wolf. C'est parce que c'est pas juste le fait de construire les mathématiques après de prendre les concepts des nombres. D'ailleurs, c'est problématique comment la façon dont Maupertuis construit les concepts des nombres. De prendre ces concepts et de les appliquer, de associer tout simplement à l'idée 1, 2, 3 et de faire le calcul. Ça peut être un pas ultérieur en direction de mathématisation intégrale. Mais le niveau base, c'est d'extrapoler la logique qui est à la base des mathématiques et qui est une logique mathématique. On va dire l'algèbre de Boole 0, A, B, A, non A. Et de l'appliquer, de la compliquer, d'utiliser toutes les relations qu'on connaît en mathématiques et de les appliquer aussi en dehors des mathématiques. Bon, c'est pas, si on, je voudrais mettre en contexte un peu cet ouvrage de Maupertuis parce que dans le traité surtout français sur les bonheurs du XVIIIe siècle, nous ne trouvons pas toujours quelque chose comme ça en France au monde. C'est la raison pour laquelle je disais aussi que la mathématisation de Maupertuis n'émerge pas seulement de la lecture des textes eux-mêmes, mais aussi de comment ils étaient en contexte. Parce que les autres auteurs des traités sur les bonheurs au XVIIIe avaient parfois critiqué Maupertuis parce qu'ils prenaient cette logique et ils l'appliquaient à leur avis un peu foncièrement au calcul des plaisirs, à la discipline morale qui était, d'après la plupart des écrivains de littérature du bonheur, susceptible d'être irrégimentée de cette façon-là, très rigide et très algébrique, on va dire. Mais c'est toujours, on va dire, encore une fois, Maupertuis n'a pas, en dehors de ces petits traités moraux sur le langage, n'a pas développé un véritable système de pensée cohérent, n'a pas poussé ses intuitions jusqu'au bout. Donc on ne peut pas dire si, on ne peut pas travailler avec le contrefactuel et dire si Maupertuis avait écrit un ouvrage de philosophie morale ou 10 ouvrages de philosophie morale, qu'est-ce qu'il aurait fait pour développer son idée mathématique. Il a créé une quarantaine de pages. Donc on doit aussi regarder un peu les limites de ce qu'on peut attribuer à Maupertuis. Moi, parfois, c'est vrai que j'attribue trop à Maupertuis, une pensée complète, formée. Mais c'est vrai aussi que le corpus de Maupertuis, surtout dans cette période berlinoise, n'est pas un corpus d'un philosophe qui a développé, n'est pas le corpus de Hegel, on va dire, qui a développé de façon intensive des parties de la philosophie. C'est vraiment, tu vas travailler avec des ébauches d'une quarantaine de pages, une trentaine de pages, en mémoire ici, en mémoire là, donc c'est pas très facile. C'est pas toujours facile de trouver un fil rouge, et ça me semble un peu, cette application de la logique mathématique aux disciplines me semble une bonne façon finalement de caractériser ce que Maupertuis a essayé d'achever après son installation à Berlin. C'est vrai que ma position, pour mieux mettre en contexte aussi des études sur Maupertuis, s'oppose aussi un petit peu aux interprétations comme celle qui a été donnée dans un papier méconnu par Arthur Brown, qui était un Canadien, professeur de littérature française, qui a fait un tout petit papier sur Maupertuis qui s'appelle Maupertuis philosophe, justement, qui a été publié dans les Transactions, dans les comptes rendus du premier colloque international sur l'illuminisme, sur les Lumières de 1963, donc ça fait longtemps, où il attribuait, il reconnaissait que Maupertuis avait travaillé sur beaucoup de sujets, donc il avait essayé de construire quelque chose de plus que un simple petit mémoire. Il y avait un projet, un certain essai de construire quelque chose dans le travail de Maupertuis à Berlin, mais Arthur Brown attribue
tentative de Maupertuis a une finalité vraiment extérieure, c'est-à-dire de supplir au manque de mémoire et de travaux des différentes classes de l'académie. Donc, comme il voulait réorganiser l'académie, il avait prévu non seulement une classe de mathématiques, de philosophie naturelle, mais aussi une classe de philosophie spéculative. Et l'Académie de Berlin était la seule en Europe à avoir une classe pareille. Il devait, comment dire, comme il avait Euler d'Alembert pour la classe de mathématiques, dans la classe de mathématiques, il n'avait pas besoin de contribution ultérieure. Il avait la classe de philosophie spéculative où il y avait que les Wolfians, il y avait Formy qui écrivait des mémoires, mais il y avait personne qui écrivait quelque chose en plus. Il s'était mis à créer des papiers sur le langage, la morale, etc., pour supplir au manque de mémoire de l'académie, qui me semble un peu, comment dire, forcer la construction intellectuelle d'un savant. Il ne peut pas être, c'est peut-être un sentiment d'empathie envers mon perdu, mais ça ne peut pas être seulement la nécessité pratique d'avoir des textes à présenter au roi, au public pour l'académie. Ça va être aussi ça peut être une bonne suggestion, mais dire, je veux toujours chercher une cohérence intellectuelle. Peut-être n'existe pas, mais c'est toujours c'est l'historien qui projette les besoins de cohérence sur les sujets qu'il étudie. Mais moi aussi pour ta question très pertinente et très utile. Moi j'ai des interrogations, mais de profane et de dilettante, mais je vais quand même les poser. Donc c'est plus sur la mathésis universalis, parce que ça me semble le concept phare de toute façon de tout le séminaire. Et plus je lis et plus j'ai du mal, finalement, j'arrive avec beaucoup de nuances, mais j'ai du mal à avoir un corps pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Parce que est-ce que c'est une sorte de discipline maîtresse des mathématiques, ou est-ce que c'est une sorte de médiation à la forme comme chez Platon, qui permet finalement d'appréhender beaucoup plus large que les choses mathématiques, le monde, l'entièreté, voilà. Et parce que c'est vraiment un concept où je pense, en philosophie, toutes les querelles partent de là en quelque sorte. On voit beaucoup, surtout les débats allemands, surtout par des querelles souvent, et même la querelle ensuite du panthéisme, la querelle même du matérialisme vulgaire. Il y a toujours une opposition, j'ai l'impression, entre des philosophes mathématiciens, et là on a bien vu que c'est bien des philosophes mathématiciens, c'est pas des mathématiciens qui prennent la parole, ou plus des philosophes, il me semble. Et des gens qui veulent à un moment sortir, par exemple comme Goethe, qui va s'opposer ensuite à Newton, avec des arguments en aucun cas mathématiques. Et j'aimerais savoir comment tu entends, toi, Mathésis Universalis. Est-ce que tu entends cette vision du monde, donc de médiation à la forme de Platon, ou quelque chose de beaucoup plus... de ramener une philosophie à une sorte de science dure? Voilà, j'aimerais question comme ça pour m'éclairer un petit peu. Ok. Bon, merci pour ta question, évidemment. Comme le disait monsieur tout à l'heure, le concept de Mathésis Universalis, dans sa reformulation par Wolf, on se complique un petit peu et n'est pas plus la synthèse, la recherche de la méthode commune pour toutes les mathématiques, justement. Mais ça devient quelque chose de plus universel, c'est-à-dire l'essai d'arriver à comprendre tous les phénomènes, même ce qui relève de la sphère de la conscience, comme je dis dans mon exposé, sur un modèle qu'on pourrait qualifier de mathématique. Donc, quand j'ai parlé du débat entre Maupertuis et Wolf, entre les Wolfians et les Newtoniens, autour du concept de Mathésis Universalis, j'entendais vraiment ce projet wolfien de construire un système cohérent qui soumettrait toutes les disciplines à la rigueur des mathématiques. Si on regarde le corpus de Wolf, c'est énorme. Et on a de la cosmologie générale à la psychologie, à l'ontologie, à la logique, qui sont toutes mises en forme de géométrie et qui sont toutes mathématisées. D'ailleurs, Wolf avait commencé, quand il avait débuté comme mathématicien, dans les cours de mathématiques. Et il y a un échange de lettres, 90 lettres entre Wolf et Jean Bernoulli, qui était lui aussi un lamicien. Et je
bien cité les premiers ouvrages de Wolf, qui étaient cette Dissertatio algebraica degli algoritmi differenziali, où Wolf, comment dire, en commençant par ses études de mathématiques, avait compris, avait rêvé des projets d'étendre ces méthodes mathématiques bien en dehors des mathématiques elles-mêmes. Et c'est vrai que souvent les débats, surtout les débats allemands, sont entre des philosophes mathématiciens ou des mathématiciens qui deviennent philosophes. C'est le cas soit de Wolf et de Maupertuis, Maupertuis aussi commence à travailler sur les courbes, donc un algébriste, et après il devient philosophe au fur et à mesure que sa carrière progresse à l'académie, avec des gens qui cherchent à sortir des mathématiques. Et bien dans ces débats, comment dire, dans mon interprétation de ces débats, c'est un peu le processus inverse, c'est-à-dire que dans l'interprétation que je peux appeler standard, on a des gens qui refusent l'application de la méthode mathématique ou de la méthode géométrique, mais comme épiphénomène de la méthode mathématique. Si on peut dire ça, de mos geometricus comme épiphénomène d'une application genuine de la mathématisation à la philosophie, et des gens qui, comme Wolf, l'appliquaient sans problème, voire ils voulaient projeter écrire un nouveau système de philosophie pour justement faire un système de philosophie mathématique, totalement mathématique. Mon but dans mon exposé, c'était de compliquer un peu ce scénario et de faire voir que les philosophes qui s'opposeraient radicalement à l'utilisation de la méthode mathématique en philosophie, comme Maupertuis, Euler, etc., c'était des mathématiciens, donc ils voulaient utiliser la méthode mathématique en mathématiques et non pas la méthode mathématique en philosophie. En réalité, au moins avec le cas de Maupertuis, en effet, en dépit de leurs déclarations de principe qu'ils ne veulent pas utiliser la méthode mathématique, sinon en mathématiques, en effet, ils utilisent la méthode mathématique, même en dehors des mathématiques. Donc, c'était un peu le processus inverse que dans le débat de Goethe, par exemple. Goethe dit moi, je refuse les styles newtoniens de faire des pensées l'âme, le vécu. Moi, je veux les poètes et les savants doivent faire les savants. Ici, on a des savants qui, commencent à faire de la philo. En étendant la philo, leur méthode de mathématicien des savants. Ça c'était un peu d'une façon assez peu claire et assez générale, c'est ce que je voulais faire dans mon exposé. On va dire de compliquer un peu l'idée traditionnelle qu'on a deux factions totalement opposées, l'une qui dit oui aux mathématiques, l'autre qui dit non à la méthode mathématique, mais comment dire, qu'il y a des influences réciproques, des gens qui sont en croisement de factions, que les choses ne sont pas aussi simples qu'on suppose, qu'il y a une controverse où il y a A et B sur des positions adversaires, et il y a, une limite stable, déterminée, inviolable entre A et B. Ça, c'est pas vrai. C'est pas comment les controverses fonctionnent en réalité. On a toujours des croisements, il n'y a pas toujours une limite, s'il y en a, jamais. Ça peut répondre. Et tu utiliserais toujours ce concept de mathématique universaliste même dans les siècles qui suivent, 19e, même 20e siècle. Tu utiliserais encore pour Husserl, pour d'autres, parce que Husserl, j'ai vu, ça va t'intéresser, j'ai vu une phrase, il vient à la phénoménologie par la méthode mathématique. Je trouve une phrase comme ça. Donc est-ce qu'on peut s'en servir finalement comme un concept après qui peut devenir un peu flou, malheureusement? Ou est-ce que vraiment tu passes à un autre concept? C'est vrai qu'au XVIIIe siècle, un peu tout ce type de concept devient flou. Parce qu'au XVIIIe, on a ces figures hybrides, des savants philosophes comme Maupertuis, qui prennent des concepts qui étaient d'ailleurs bien déterminés en philosophie. Je ne sais pas si c'est le cas des mathématiciens universalistes, ça peut être le cas de plusieurs autres concepts. Et ils font devenir des concepts hybrides, un peu trop peu rigoureusement définis. Ils utilisent intuitivement, c'est un peu ce qu'on reproche toujours aux Lumières françaises, être trop peu rigoureux sur le plan de la définition conceptuelle et trop engagé à faire de la politique, de
s'intéresser à faire des débats, la guerre, à l'obscurantisme, etc. Donc c'est vrai qu'après le XVIIIe siècle, après c'est la mort de Wolf, la mort de Maupertuis, si on veut dire, moi j'aurais du mal à suivre l'histoire. Même parce que je ne connais pas trop bien le 19e et le 20e siècle, je ne peux pas dire des bêtises sur l'utilisation de... Mais vous pouvez intégrer Non, en fait, moi je vous déconseille d'utiliser le mot matérialisme. Franchement, après 20 ans de travail sur la question, je vous déconseille d'utiliser parce que il faudrait l'utiliser quand un auteur l'utilise. Et regarder ce qu'il veut dire et dans quel contexte il veut l'utiliser. Par exemple, Maupertuis, il ne parle pas de Matisse Versailles. Dans aucune de vos citations, il parle de Matisse Versailles. Wolf, il avait un projet qui était assez un peu fourre-tout, et Maupertuis critique certains aspects de ses projets. C'est pas dire qu'il critique Matisse Versailles. Peut-être qu'il le fait quelque part, mais vous n'avez donné aucun texte où il le fait. Le texte Matisse Versailles, il apparaît au 18e. Par exemple, vous avez un texte d'un newtonien, le père Castel, qui s'appelle des éléments de mathématiques universelles. Et c'est un manuel de mathématiques newtoniennes. Mais je pense que vous allez être très déçus si vous commencez justement à faire cette discipline que je fais depuis quelques années, c'est-à-dire de se dire, on arrête d'employer ce mot comme un mot fourre-tout, on regarde qui l'utilise, dans quelles circonstances, dans quel texte, qu'est-ce qu'il en fait avec. Là, on se rend compte que Wolf, il est assez particulier. Il est assez particulier parce que précisément, il s'empare d'une phrase de Leibniz et il en fait une sorte de programme général dans lequel il met ensemble le Mos Geometricus, la Mathesis Versalis, etc. Mais il n'a pas tellement de succès. Tout le monde le critique de toutes parts, les gens ne reprennent pas ce concept de manière positive. Et en fait, le concept de Mathesis Versalis n'est pas un concept qui est très très important, contrairement à ce qu'on croit, ni au XVIIe siècle. En tout cas, s'il est important, ce n'est pas chez les auteurs, on le croit. Il est très important chez Wallis, par exemple. Mais chez Descartes, c'est 2 pages, les régulés, un texte qui n'a jamais été publié, etc. Il faut arrêter un moment. Donc, il ne savait pas ce qu'il n'était pas bah, en tout cas, s'il sait, mais il dit ça comme ça, ouais, il y a 2 occurrences du mot dans Descartes. Et on peut dater extrêmement bien quand est-ce que le concept de Mathesis Versalis devient flou. C'est pas au XVIIIe, c'est à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, il y a une querelle dans les milieux. Il n'y a pas une querelle, il y a une redécouverte des règles pour la direction de l'esprit de Descartes, qui était un texte qui a été édité en 1701 en latin, qui passe un peu inaperçu en fait, parce que le Descartes qu'on discute, c'est celui des principes de la philosophie, des méditations métaphysiques, on ne discute pas tellement les règles pour la direction de l'esprit, qui est un texte annexe. Et c'est vraiment, à la fin du XVIIIe siècle, il y a une utilisation complètement instrumentale de la direction de l'esprit par les néo-kantiens. Et là, c'est facile à montrer, Nator, Cassirer et tout, jusqu'à Heidegger, et qui vont dire, ça c'est le bon Descartes. C'est le Descartes sans la métaphysique. Et ils vont appeler Mathesis Versalis l'ontologie de Descartes. Ça, c'est l'interprétation que vous trouvez jusqu'à Jean-Luc Marion. Donc ça existe encore. Il y a des gens qui disent c'est une stratégie des néo-kantiens, il faut le savoir. Et au même moment, on redécouvre le Leibniz mathématicien qui était pratiquement pas connu grâce aux grandes éditions, Descartes, etc. Et l'autre camp, les anti-kantiens en fait, vont s'emparer du concept de Mathesis Versalis chez Leibniz pour dire mais c'est ça la bonne mathématique universelle. Alors là vous avez Russell, vous avez Carnap, vous avez Gödel, tous ces gens parlent de mathématiques universelles. Ils se réfèrent à Leibniz. Le bon c'est Leibniz contre Descartes, le mauvais surtout Kant. Le mauvais. Mais ça c'est une construction du 20e, enfin de la fin du 19e et début du 20e. Husserl il fait vraiment exception. J'ai écrit un article là-dessus si ça vous intéresse. Husserl il fait vraiment exception parce que Husserl il a travaillé très très profondément les textes sur la mathématique universelle, des auteurs, il a travaillé Wallis, il a travaillé Van Schroeten, tous ces auteurs-là qui avaient écrit là-dessus, et donc à la base il y a une réflexion sur l'algèbre, qui est quand même un des moteurs de la réflexion sur la mathématique universelle du XVIIe siècle, une réflexion assez profonde, et il va travailler sur cette question assez étroitement, en essayant de l'élargir avec les mathématiques de son temps et de l'utiliser. Donc c'est pour ça, cette citation célèbre, il dit effectivement qu'un des chemins qu'il a conduit à la phénoménologie est la Mathesis Versalis, mais en fait il pense à ce qu'il a fait dans la philosophie de l'arithmétique. C'est-à-dire qu'il a vraiment commencé à travailler dans... Bon, il était mathématicien, vous savez, il était élève de Weierstrass, il a travaillé dans les mathématiques, il s'est vraiment intéressé à cette question-là, et ça l'a amené à se poser des questions qui l'ont conduit vers la phénoménologie. Et ça, après lui, il a fait une sorte de micmac... J'ai écrit un papier si ça vous intéresse, parce qu'après il finit par dire un peu n'importe quoi aussi sur Leibniz, parce que c'est normal, vu qu'il a fait sa reconstruction. Mais ça, lui, il est un peu à part dans toute cette histoire. Il a une vraie méditation continue toute sa vie. L'autre qui est un peu à part, c'est Dietrich Mann, que si vous connaissez un tradition phénoménologique, qui était un élève de
Husserl et de Heidegger, avec Jacob Klein aussi, tous ces gens-là, tous ces Allemands, là on est plus dans les années 30. Si vous voulez, je peux revenir un jour, un truc là-dessus. Si c'est un des thèmes de votre séminaire, on peut en parler plus dans le détail. Mais c'est une histoire assez complexe. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a eu un usage idéologique de la matière salisse qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et ou bien on décide qu'on le prend comme usage idéologique. Il y a des gens qui le font. Marion, il était en majorité de thèse. Lui, il ne veut rien entendre à l'aspect historique. Ça ne l'intéresse pas une seconde. Donc on peut décider. Moi, ça ne me gêne pas du tout. On décide d'en faire une sorte d'étendard philosophique ou ça. Puis on décide ce qu'on met dedans. Ou bien on a une approche historique. Et là, c'est une histoire très décevante. Très, très décevante. C'est-à-dire avant... de toute façon, je peux vous envoyer tout ce que vous voulez là-dessus. Mais Crapully l'avait fait. Hein. Le premier, c'est en 69. Le premier qui a fait ça, c'est Crapully. Il a dit, mais posons une question simple que personne n'avait posée. Qui utilise le mot matière salisse avant Descartes? C'est simple, ça, comme question. Personne n'avait jamais posé cette question en 1969. Il a trouvé 2 personnes. 2. Ces 2 personnes citent comme source la même personne, qui elle-même est prise dans un débat où ils se citent tous les uns les autres. Le corpus est clos. Il commence en 1533 avec la réédition de Proclus. C'est absolument clair. Proclus parlait de mathématiques universelles. C'est un débat complètement indépendant d'Aristote, Platon, tout ça, etc. Même si il y a de la mathématique universelle chez Aristote, mais c'est surtout Proclus. Et on peut voir qui discute avec qui, etc. Et ça, c'est vraiment jusqu'à Descartes, on sait exactement ce qui s'est passé grâce à ce chercheur-là. Et après Descartes, moi je l'ai fait dans ma tête, je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. Ce qui change, après je me tais parce que c'est pas mais ce qui change, c'est qu'en fait, les éditeurs de Descartes, Van Schrotten et Bartholin, vont éditer sa géométrie en l'appelant matière salisse. Alors ça va complètement brouiller la question, parce qu'on a maintenant 2 sens. Le sens ancien, qui est une question sur l'unité des mathématiques, pas du tout sur la mathématisation du monde. Pas du tout, du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de mathématisation du monde stricto sensu chez... Mais en fait, pour Descartes, la mathématique universelle, la matière, c'est plus un projet d'unification de disciplines. Absolument. Ouais, Et enfin, absolument. Ouais. Point. C'est le problème de qu'est-ce qui fait l'unité des mathématiques. C'est vraiment ça la question qu'est-ce qui fait. Et après Descartes, ça va changer, mais pas pour les raisons qu'on croit. Ça va changer parce qu'on édite la géométrie des Descartes maintenant, matière salisse. Puis il y a tous les débats sur l'algèbre qui viennent court-circuiter cette question-là. Donc le débat sur le calcul différentiel, etc. Et ça rejoint votre question parce qu'en fait, et là je pense que vous devriez vous battre plus. Parce qu'en fait, ce qui est particulier entre ce texte, le texte 10 et le texte 9, c'est que le texte 9, il parle des grandeurs extensives. Les mondes, c'est des grandeurs classiques, comme les grandeurs géométriques. Alors que et ça c'est très utilisé, le texte 10, il parle des grandeurs intensives. C'est vraiment son objet. C'est de comparer les affects à des... Et c'est là où c'est très spinoziste. De comparer, et donc c'est plus qu'une logique extérieure. C'est vraiment l'idée qu'il y a une logique intrinsèque des affects, mais il faut comprendre qu'ils ne sont pas comme des nombres, justement, ils sont comme des forces. Et c'est là où c'est super intéressant, parce que, et là je pense que vous avez une piste, parce que s'il était purement newtonien, il dirait force. Le mot qu'il utiliserait, ça serait force. Il n'utilise pas le mot force. Il dit quantité intensive. Il dit estimation, et ça c'est... Parce que si Montpensier avait fait des choses sur le concept de force, le concept de force était une création davidsienne. Voilà pourquoi Montpensier... Non, mais il pourrait dire attraction, répulsion. Il pourrait dire attraction, répulsion, c'est peu importe. Ce que je dis, c'est qu'il utilise quantité intensive, qui n'est pas un vocabulaire newtonien, qui est un vocabulaire assez typique allemand, estimation. Ça, c'est vraiment le vocabulaire des Weigeliens depuis les années 60, depuis Weigel. Je voudrais aussi ajouter que j'ai bien utilisé les mots de mathésis universalis, mais je ne voulais pas vous dire thématiser le problème de la mathésis qui n'a trop à faire avec Maupertuis lui-même, parce que Maupertuis, justement, mais si j'avais le mathésis, Maupertuis a à l'esprit ce que Wolf veut faire, et que j'ai appelé d'une façon très générale et peut-être historiquement pas trop fondée, mais comment dire, pour les rendre intuitifs, j'ai qualifié les mathésis universalis, mais je voulais comment dire, faire voir que Maupertuis, qu'il ne discute pas jusqu'au fond les implications de la mathématisation de la nature, si on veut l'appeler comme quelqu'un de faire mathésis universalis, quand même il répond à la suggestion
wolfienne et il l'applique dans un vocabulaire qui n'est pas celui du Maupertuis newtonien qu'on connaît avant son installation à Berlin. Donc c'était juste ça. C'est vrai que quand on dit mathématique universaliste, tous les esprits s'échauffent. Ouais. Parce que Ouais. mais on va dire, c'était un tout petit morceau de texte. L'idée c'était plutôt de se concentrer sur les positionnements de débat et voilà, comment ce débat a effectivement marché. C'est que c'était le véritable enjeu du débat. C'était pas de dire nous sommes newtoniens, nous sommes wolffiens, mais il y avait quelque chose qui C'était très intéressant, sauf un peu que les sources de ce terme sont très, très, très complexes et très confus. Merci beaucoup encore une fois. Et Descartes n'est pas une source. Plus que, oui, parce que c'est un projet d'organisation, de coordination de disciplines, mais n'a rien à faire avec un projet de mathématisation effective de la nature. Descartes ne l'avait jamais fait, et même théorisé. Mais aussi, il faut aussi dire que Maupertuis n'était pas un lecteur intensif des classiques de la philosophie. Il connaissait, je suis sûr, non pas les principes de philosophie de Descartes, mais quelques manuels qui parlaient de Descartes. Donc il n'avait jamais lu Descartes directement. De Leibniz, il connaissait juste une réélaboration de la monadologie, encore une fois, moi de Geometrico, qu'il cite. C'était une vulgarisation de la monadologie en latin, publiée dans les années 30, juste comme ça. J'ai la référence dans mon ordinateur. Et donc, personne n'avait jamais lu les corpus de Leibniz, mais Maupertuis connaissait vraiment peu de textes de Leibniz. Il cite plutôt Wolff que Leibniz. Il cite directement la cosmologie générale, la psychologie rationnelle, mais il connaissait aussi certainement la psychologie empirique. Et il connaissait un peu Malebranche. Donc quand il parle de Descartes, il ne parle pas de Descartes vraiment, mais il parle de quelques manuels cartésiens, ou plutôt de Malebranche, qu'il ne connaît pas de cartésianisme. Il se réfère au système de Malebranche. Et ses sources sont plutôt les traductions des auteurs anglais. Donc c'est vraiment Newton, Locke, les moralistes, quelque chose qu'il avait entendu sur les moralistes. Et bon, donc les débats, les textes qui circulaient dans les cafés ou dans les cercles qu'ils fréquentaient, on ne doit pas vraiment projeter les corpus qu'on connaît sur un. C'est que quand même. Savant comme Maupertuis connaissait effectivement, il connaissait vraiment peu de philosophie, peu de textes, et aussi les mots qu'il utilise ne sont pas forcément, aussi rigoureux qu'on voudrait. Donc c'est aussi ça, le problème. Ok. C'est bientôt l'heure aussi, donc est-ce qu'il y a encore une dernière question? Non. Enfin, parce qu'on va rendre à l'éclair. Oui. Ok. Merci à vous tous d'être intervenus aujourd'hui. Je vous rappelle que. J'interviendrai le 17 décembre normalement au sujet justement de Husserl et de la naturalisation. Je vais vous envoyer par courriel de prochaines interventions si vous voulez nous rejoindre. Et bon, vous aurez, s'il y a des textes sur l'intervention, sinon juste la date, le lieu, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci.